Imaginons la scène. Une personne arrive aux urgences. Elle souffre le martyre et elle a besoin d'aide immédiatement. Bah oui, la situation de crise classique. Ouais, c'est ça. Et là, avant même de pouvoir expliquer ce qui ne va pas au médecin pour recevoir un traitement, la langue elle-même lui impose un test. Un test de grammaire, en fait. Exactement. Il faut se souvenir si un coude, un genou ou un estomac appartient au genre masculin ou au genre féminin. C'est quand même une situation un peu absurde, non? C'est totalement absurde, ouais. Devoir faire de l'analyse grammaticale en pleine détresse médicale, ça n'a pas de sens. C'est effectivement le paradoxe fascinant auquel se heurte tout adulte qui commence à apprendre le français. La langue exige une précision structurelle qui semble totalement déconnectée de l'urgence de la situation. Mais cette contrainte n'est pas qu'une simple torture pour débutants, tu vois. Ça révèle une mécanique cognitive bien plus profonde. Et c'est justement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, on plonge au cœur d'un document qui, en apparence, est d'une banalité totale. C'est clair, c'est très basique au premier regard. C'est un petit guide d'apprentissage du français conçu pour le niveau grand débutant, le fameux niveau A1. Et son but officiel est très simple en fait, c'est d'enseigner le vocabulaire de base de l'anatomie. Apprendre à dire où l'on a mal, quoi. Voilà, Donc un guide très classique sur le papier avec les mots fondamentaux, genre la tête, le ventre, le bras, la jambe, et bien sûr la figure du médecin. ouais, mais l'objectif de notre exploration n'est évidemment pas de réviser une liste de mots avec notre audience. Ce qui rend ce document vraiment captivant, c'est la manière dont il met en lumière un phénomène puissant. Lequel, du coup? Bah, le fait qu'apprendre une nouvelle langue, c'est pas juste remplacer un mot par un autre, c'est être forcé par son propre cerveau de reconceptualiser une expérience viscérale et universelle en plus, comme la douleur physique. C'est très vrai. On change de prisme. C'est ça. Et le plus curieux dans l'approche de ce guide, c'est qu'il utilise des méthodes qui frôlent la comédie absurde pour ancrer ces concepts. Ah oui, l'humour comme outil de mémorisation. Exactement. Mais bon, avant d'en arriver à ces scénarios comiques, je pense qu'il faut comprendre le gouffre philosophique qui sépare l'anglais du français quand il s'agit d'exprimer la souffrance. Qu'on pourrait appeler la relativité linguistique de l'expérience corporelle. Le document s'articule autour d'une règle que les francophones utilisent sans y penser, vraiment instinctivement, Ouais. mais qui demande une véritable gymnastique mentale pour un anglophone. La fameuse structure du « j'ai mal ». Prenons un instant pour décortiquer ça, parce que la différence de perspective est assez frappante en fait. Le guide montre très clairement que là où l'anglais utilise l'expression « my head hurts », Ce qui se traduirait littéralement par « ma tête blesse » ou « ma tête fait mal ». voilà, le français impose de dire « j'ai mal à la tête », ce qui donnerait en traduction littérale pour un anglophone « I have bad at the head ». D'un côté, on a l'impression que le corps est perçu comme un agresseur actif. Tout à fait. En anglais, la tête est le sujet de la phrase. C'est comme une entité presque indépendante qui attaque la personne. Il faut voir ça sous l'angle de la responsabilité de l'action, en fait. Dans la structure anglophone, la partie du corps est dotée d'une forme de volonté propre. Le verbe to hurt est actif. La tête attaque, quoi. C'est ça. La tête, le dos ou le genou devient le responsable direct de la souffrance. Le locuteur subit l'action de son propre corps. Alors qu'avec le français « j'ai mal », la logique s'inverse complètement. La douleur perd son statut d'action agressive pour devenir une condition, une sorte d'objet abstrait que l'on possède. C'est très juste. On dit littéralement qu'on a ce mal, de la même manière qu'on a un livre ou qu'on a une voiture, en fait. Et c'est une réorganisation totale de l'identité face à la douleur. Le pronom « je » reste le sujet irrévocable de la phrase. L'individu ne se dissocie pas de son corps, il garde le contrôle linguistique de la situation. Il affirme d'abord son existence et sa possession avec « j'ai », puis il qualifie cette possession avec « mal », et enfin, il vient localiser le problème avec la préposition. Ah, j'aime beaucoup cette idée de localisation. C'est comme si le corps devenait une immense carte géographique, un territoire que l'on possède. Et quand quelque chose ne va pas, on se contente de planter une petite punaise rouge sur un point précis de la carte. Pour signaler que le problème se situe à ses coordonnées exactes, ouais. Exactement. On dit « attention, le problème est là ». Cette métaphore cartographique est vraiment pertinente pour comprendre le cheminement cognitif de l'apprenant. Mais elle nous amène directement au premier grand mur de briques de l'apprentissage. Ah, la grammaire. Oui, car pour naviguer sur cette carte corporelle et placer sa punaise rouge au bon endroit, la langue française impose de traverser son mécanisme le plus redouté, à savoir le genre grammatical des objets inanimés. La beauté cruelle du masculin et du féminin.
Le guide pédagogique expose cette mécanique de façon très systématique. Si le mot qui désigne la partie du corps est féminin, la carte est facile à lire. Oui, on utilise simplement la préposition « à la ». Voilà. On dit « j'ai mal à la tête » ou « j'ai mal à la jambe », tout simplement parce que tête et jambe sont considérés comme des mots féminins. Jusque-là, la logique spatiale tient la route et semble assez intuitive. C'est vrai, la structure reste transparente et symétrique. Le vrai problème survient avec les mots masculins. Et c'est là que je me mets à la place du pauvre débutant dont je parlais au tout début, celui qui est aux urgences. Si la douleur se trouve dans le ventre ou le bras, qui sont des mots masculins, il serait logique de dire « j'ai mal à le ventre ». Ce qui pique un peu les oreilles d'un francophone, on est d'accord. Complètement. C'est formellement interdit par les règles académiques. Ce « à le » doit fusionner. Il doit disparaître au profit d'une contraction obligatoire pour devenir ce minuscule mot de 2 lettres, le mot « au ». Le fameux « o ». Donc on doit dire « j'ai mal au ventre » ou « j'ai mal au bras ». Mais pourquoi compliquer les choses à ce point? Est-ce qu'il y a une raison valable derrière ça ou est-ce juste une relique de l'histoire pour filtrer ceux qui maîtrisent la langue de ceux qui l'apprennent? Alors, loin d'être une simple torture académique, cette contraction cache en réalité une exigence phonétique vitale. Ah bon? Oui! Les langues romanes, et le français en particulier, ont développé une intolérance quasi physique à ce qu'on nomme le hiatus. Le hiatus, c'est-à-dire? Le hiatus, c'est le choc, la collision entre 2 voyelles ou des syllabes qui demandent un arrêt de la voix pour être prononcées à la suite. Donc prononcer le son « a », puis le son « le » juste après? Précisément. Dire « à le ventre » demande une micro-pause articulatoire. Il faut bloquer le flux d'air une fraction de seconde, ce qui casse la mélodie naturelle de la phrase. L'évolution de la langue a donc naturellement lissé cet obstacle. C'est fou ça. Le passage vers le « o » masculin est vraiment un acte d'optimisation. La bouche ne s'arrête plus. La langue privilégie la fluidité et le rythme continu de la parole, au détriment de la logique purement structurelle. C'est une priorité étonnante quand on y pense. Même lorsqu'il s'agit d'exprimer la douleur, d'appeler à l'aide en urgence, le français exige que cette détresse soit articulée avec élégance. L'harmonie avant tout. C'est ça, l'harmonie sonore passe avant l'urgence. Mais ça soulève un défi pédagogique majeur pour les concepteurs de ce type de guide, non? Comment enseigner une notion aussi abstraite que l'optimisation phonétique à quelqu'un qui veut juste apprendre à dire que son bras le fait souffrir? Présenter un tableau de grammaire sur les contractions risque surtout de provoquer l'ennui ou le rejet immédiat, c'est certain. Ouais, un tableau de conjugaison quand t'as mal, c'est pas l'idéal. Et les concepteurs de la leçon l'ont bien compris. La mémorisation de règles arbitraires par la force brute est la méthode la moins efficace pour le cerveau humain. C'est pourquoi le document bascule soudainement vers une stratégie totalement différente. Laquelle? La narration émotionnelle et, plus spécifiquement, le registre de l'absurde. Ah, ce qui nous amène à la section du guide intitulée « Storytime ». J'adore cette partie. On y découvre une petite pièce de théâtre mettant en scène 2 personnages. Et l'histoire met en scène une certaine Anna et un dénommé Lucas. Oui, le fameux patient. Le scénario s'intitule simplement « Lucas est malade ». Et ce qui est vraiment drôle, ce sont les directives de mise en scène fournies par le document lui-même. Il est explicitement demandé de jouer la scène de manière exagérée, avec un rythme lent. Un peu théâtral, quoi. Totalement. Le personnage de Lucas doit agir comme un grand bébé. Il doit se plaindre, gémir de façon hyper dramatique. La scène s'ouvre donc avec lui allongé sur un canapé, pleurnichant des « aïe, aïe, aïe ». Et là, Anna arrive et décide d'endosser le rôle du médecin. Elle sort son stéthoscope imaginaire et commence son interrogatoire médical. Ce choix de mise en situation n'est pas anodin du tout. Le jeu de rôle abaisse ce que les linguistes nomment le filtre affectif. Le filtre affectif? Oui, quand l'environnement d'apprentissage est perçu comme ludique et non menaçant, la barrière de l'anxiété tombe. Et du coup, le cerveau devient beaucoup plus réceptif aux structures grammaticales complexes. C'est malin. Et la structure grammaticale entre très vite en jeu dans l'histoire. Lucas se touche la tête et annonce fièrement, en respectant bien la règle du féminin, « j'ai mal à la tête ». Un bon élève. Voilà. Et Anna, très pro dans son rôle de médecin imaginaire, cherche à comprendre la cause. Lucas répond qu'il est tombé. Jusqu'ici, on est dans le diagnostic classique. C'est presque ennuyeux. Presque, oui. Mais Anna insiste. Elle demande si tout le reste fonctionne bien. Et c'est là que Lucas se frotte l'estomac et déploie la fameuse contraction masculine. Le fameux hiatus évité. Il lâche un dramatique « Non, j'ai mal au ventre aussi ».
C'est vraiment le pivot de la leçon. La règle théorique est incarnée. Exactement. Mais c'est la justification de cette douleur qui est géniale. Anna le regarde, elle croise les bras avec suspicion et lui demande « Combien de croissants as-tu mangé ce matin ?» La question fatidique. Et Lucas, l'air coupable, fixe ses chaussures et finit par murmurer « 1, 2, 10 croissants !» 10 croissants. Anna explose de rire et lâche le verdict. Ce n'est pas une maladie, c'est de la gourmandise pure et simple. C'est le cliché culturel du croissant poussé à son paroxysme, là. Ah, c'est vraiment poussé à l'extrême. Franchement, manger 10 croissants au petit déjeuner, à part si on s'entraîne pour un concours de nourriture, c'est de la science-fiction digestive. Le niveau de beurre là-dedans, c'est terrifiant. Ah bah c'est une bombe calorique, c'est clair. Mais ça pose une vraie question sur l'efficacité de ce genre de contenu, tu ne trouves pas? Est-ce qu'enseigner une langue en s'appuyant sur des stéréotypes aussi caricaturaux et des scénarios irréalistes, c'est pas un peu puéril? Est-ce que ça aide réellement un adulte à retenir la différence entre Allah et O? Eh bien, les sciences cognitives prouvent que c'est redoutablement efficace. Vraiment? Oui, ce que le guide exploite ici, c'est l'effet de bizarrerie, ou ce qu'on appelle l'effet von Restorff. Ah, j'ai jamais entendu ce terme. En gros, notre mémoire filtre et oublie naturellement tout ce qui est perçu comme normal ou attendu. Si Lucas avait simplement dit qu'il avait mal au ventre à cause d'une soupe avariée, l'information n'aurait pas laissé de traces. Ce serait passé inaperçu. Exactement. Mais l'image mentale d'un adulte qui gémit sur un canapé après avoir ingurgité 10 pâtisseries, ça crée un choc, une rupture de la normalité. Donc l'absurdité agit comme un surligneur fluorescent pour le cerveau. En quelque sorte, oui, c'est une bonne image. Et il y a aussi le facteur émotionnel. Le rire génère une libération de dopamine. L'hormone du plaisir. C'est ça. Mais cette hormone n'est pas seulement liée au plaisir, elle signale aussi au cerveau que l'information en cours de traitement mérite d'être conservée dans la mémoire à long terme. La chute comique de l'histoire lie indissociablement l'émotion positive à la structure grammaticale au ventre. C'est brillant. De cette façon, lorsque l'étudiant sera un jour dans une vraie pharmacie ou chez un vrai médecin pour des problèmes d'estomac, son cerveau ne cherchera pas laborieusement dans un tableau de conjugaison. Non, il ne va pas réfléchir à la règle du masculin. Il fera instinctivement remonter le souvenir absurde de l'indigestion de Lucas et la contraction O sortira naturellement. C'est une vraie ruse pédagogique. Tout à fait. Mais le concepteur de la leçon ne s'arrête pas à la simple écoute de cette petite scénette. Le document propose une étape finale pour s'assurer que l'information n'est pas seulement comprise, mais véritablement acquise. Ah oui, la phase de consolidation active. Elle est indispensable pour transformer une connaissance déclarative en un automatisme procédural. C'est le grand final. La leçon se clôture sur un jeu de rôle interactif en 4 manches appelé le jeu du docteur. Il ne s'agit plus de lire tranquillement, mais de traduire oralement et rapidement, sous pression. Un vrai test de rapidité. C'est ça, comme un ping-pong mental. Le meneur lance des défis en anglais et l'apprenant doit riposter en français. Première manche, on demande comment traduire un mal de tête. L'étudiant doit mobiliser le féminin immédiatement et dire « j'ai mal à la tête ». C'est un échauffement intellectuel pour réactiver la règle de base. Ensuite, manche 2, la difficulté monte, avec le masculin. Le bras. On attend immédiatement « j'ai mal au bras ». Et là, on évite le fameux hiatus. Voilà. Manche 3, on redescend sur le féminin, avec la jambe. J'ai mal à la jambe. On observe très bien cette gymnastique imposée au cerveau, cet aller-retour constant entre la fluidité du « O » et la précision du « ala ». C'est un exercice de flexibilité mentale. Exactement. Mais le clou du spectacle arrive à la 4e manche. Le rythme s'accélère. Et soudain, le guide pose cette question inattendue. Que dit Lucas après avoir mangé 10 croissants? Ah, le retour de la blague. Ouais. Et là, l'apprenant ne doit pas juste fournir la phrase correcte. Il doit littéralement jouer le rôle, exprimer la douleur avec l'onomatopée et s'exclamer « Aïe, j'ai mal au ventre !» Circule le processus de traduction interne. C'est-à-dire? L'apprenant n'a plus le temps de penser à « OK, ventre est masculin, donc je dois contracter A et le pour faire O ». Il n'a plus le temps pour ça. Il doit produire le son par réflexe. Et le fait de réintroduire le mot « aïe » et le contexte des 10 croissants permet de valider socialement l'apprentissage. C'est exactement ce qui frappe à la lecture de cet exercice. Il y a une dimension extrêmement gratifiante en fait. L'étudiant n'est plus un étranger qui lutte avec des règles de grammaire arbitraires. Il est passé de l'autre côté du miroir. Il fait partie du groupe. Ouais, il participe à la blague culturelle de la leçon.
Il utilise la langue non plus comme un objet d'étude mathématique ou chirurgicale, mais comme un véritable outil de connexion humaine, voire même de comédie de situation. Et c'est le moment précis où la langue cesse d'être une barrière pour devenir une compétence de survie sociale. C'est vraiment l'objectif ultime de toute acquisition linguistique, la spontanéité. C'est fascinant de voir l'ampleur de ce qui se joue dans un contenu qui est censé être tellement élémentaire. Si l'on résume la trajectoire de notre analyse aujourd'hui, on est parti d'une simple volonté d'apprendre le nom de quelques parties du corps pour le niveau A1. La base de la base. Voilà. Et on a découvert que ce processus initie en fait l'apprenant à une philosophie très différente de l'appropriation du corps, avec ce fameux modèle possessif du « j'ai mal ». Oui, l'idée de posséder sa douleur et de la localiser. Nous avons également vu que derrière la frustration légitime des genres grammaticaux, se cache une recherche séculaire d'harmonie sonore. Ah oui, l'évitement du hiatus. C'est ça, une volonté de bannir les heurts phonétiques pour privilégier la fluidité, comme l'illustre si bien la transformation en O. Et bien sûr, ce document prouve de façon assez spectaculaire que pour tromper les défenses naturelles du cerveau face à l'effort de mémorisation, rien ne vaut une bonne dose de narration absurde. Les 10 croissants. Le diagnostic de gourmandise suite à une consommation excessive de 10 croissants démontre vraiment que le rire est peut-être le ciment mémoriel le plus sous-estimé dans l'apprentissage. Je suis convaincue que c'est le cas. Ça devrait rappeler à quiconque s'intéresse à l'acquisition des langues que l'on ne fait jamais que transférer des mots d'un dictionnaire à un autre. C'est bien plus profond que ça. C'est évident, on intègre une nouvelle architecture mentale en fait. On réorganise la façon dont on perçoit les causes et les conséquences de ce qui nous entoure. Ouais, c'est vraiment l'adoption d'un nouveau prisme pour regarder la réalité. Et ça va jusqu'aux sensations les plus intimes de notre propre corps. Apprendre à localiser sa souffrance selon les règles d'une nouvelle culture, c'est déjà commencer à habiter cette culture. Et ce qui amène inévitablement à s'interroger sur l'influence que cette nouvelle architecture mentale peut avoir sur notre physiologie elle-même, tu ne trouves pas ? Ah, ça c'est la pensée provocatrice parfaite pour clore cette analyse. C'est une réflexion qui n'est pas explicitement formulée dans le guide, évidemment, mais qui plane au-dessus de tout ce que nous venons de dire. Tout à fait. Si la structure de notre langue maternelle façonne à ce point notre conception intellectuelle de la douleur, l'anglais qui subit l'agression, le français qui cartographie une possession, que se passe-t-il quand on change de logiciel interne ? C'est une vraie question. Est-il scientifiquement possible que le fait de formuler sa douleur dans une autre langue modifie subtilement l'intensité physique avec laquelle on la ressent ? C'est vertigineux d'y penser. Le simple fait de devoir réfléchir à l'élégance phonétique et au genre de son propre estomac, est-ce que ça pourrait, par la charge cognitive que cela requiert, atténuer la perception neurologique de la souffrance ? Ça ferait un excellent sujet de recherche en neurolinguistique, ça. C'est sûr, c'est une énigme captivante sur le pouvoir du verbe sur la chair. Une perspective que chaque esprit curieux pourra méditer, la prochaine fois qu'une migraine ou une sévère indigestion causée par des croissants viendra frapper à la porte. Avec modération, les croissants toujours. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la langue.